Le bruit de la gifle atteignit la galerie supérieure, avant même le cri. Miravas comptait le linge quand c'est arrivé. Ses mains se déplaçaient à travers les piles avec une précision automatique. C'était la précision de quelqu'un qui a appris à faire de son utilité une forme d'armure. Et elle l'a entendu comme on entend un coup de feu dans un champ, ce silence étrange qui précède la compréhension de ce que ce silence signifie. Elle ne savait pas encore ce qui découlerait de ce son. Si elle avait su, elle aurait traversé la galerie. Elle serait descendue les escaliers au même rythme mesuré. Elle l'aurait fait de toute façon. En bas, dans le hall d'entrée d'allée d'Aldenvere, l'agitation s'organisa alors qu'elle atteignait le palier. Lord Cassius Fenn, deuxième fils du comte de Hatherwick, se tenait là, ses gants d'équitation encore enfilés. Son visage était rouge. Une odeur de cheval et de brandy émanait de lui comme une intempérie. Et sur le sol, à côté du grand poteau sculpté de l'escalier, se trouvait un petit garçon d'environ 6 ans. Une main était pressée contre sa joue. Sa bouche était parfaitement ronde et parfaitement silencieuse, de la manière qui précède les larmes, et non qui les suit. Un valet de pied se tenait à la porte avec le chapeau de Lord Fenn, le visage sans expression, avec l'habileté totale d'une invisibilité apprise. Une femme de chambre s'était figée sous l'arche, avec un seau à charbon vide, incapable de regarder et incapable de partir. Mira descendit les dernières marches de l'escalier. Elle ne se pressa pas. Se presser en aurait fait une scène, plutôt qu'une correction. Elle traversa le hall, se pencha à côté du garçon et regarda sa joue. L'empreinte de la main commençait tout juste à s'imprimer en rouge sur la peau pâle. Puis, elle se releva et regarda Lord Cassius Fenn. Elle le regarda avec l'attention claire et posée qu'elle réservait habituellement aux entrées de registre qui ne balançaient pas. « Le garçon était sur mon chemin », dit Fenn avant qu'elle ne puisse parler. Il le dit comme les hommes disent les choses qu'ils savent indéfendables. Rapidement, dans l'espoir que la vitesse les excuse. Il traversait le hall. Mira dit qu'il a percuté mon cheval sur le gravier. Il l'a effrayé. Elle aurait pu me désarçonner. Elle ne l'a pas fait. Les yeux de Fenn la parcoururent avec le regard calibrateur que les hommes portent aux femmes qu'ils ne peuvent pas immédiatement situer. Pas une servante, pas tout à fait une invitée. Vêtue simplement, mais pas simplement positionnée. Ses manières portaient une autorité qui n'avait aucun insigne visible. « Et qui êtes-vous » demanda-t-il. La question était destinée à la rabaisser. Elle ne la rabaissa pas. « Miravas » dit-elle. « La dame de compagnie de Lady Aldenvere. Et vous avez frappé un enfant dans son hall, monseigneur, pour le crime d'exister près de votre cheval. » Elle le dit calmement. Elle n'éleva pas la voix. Le valet de pied à la porte s'autorisa une seule respiration. La femme de chambre avec le seau à charbon devint très immobile. Fenn rit, du rire bref d'un homme qui recalibre son mépris. Une dame de compagnie. Que Dieu nous vienne en aide. La gouvernante a des opinions. Il retira son deuxième gant, doigt par doigt. Ayez la bonté de dire à Lady Alden que je suis arrivé. Elle est au courant, dit une voix d'en haut. Et la qualité du silence dans le hall changea entièrement. Mira ne leva pas les yeux tout de suite. Elle observait le visage de Lord Fenn, et elle vit la chose se produire. Elle vit la chose dont elle se souviendrait le plus longtemps après. Le moment précis où les couleurs vives le quittèrent. Pas lentement, mais d'un seul coup, comme une lampe qu'on éteint. Elle leva les yeux. Il se tenait en haut de l'escalier où elle s'était tenue 3 minutes plus tôt. Il était très immobile, une main sur la rampe sculptée. Et cette immobilité n'était pas celle d'un homme qui se repose. C'était l'immobilité d'un homme qui encaisse un coup sans que son visage ne le trahisse. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec l'économie de mouvement d'un soldat. Ses mains n'étaient pas celles d'un duc, elles étaient rêches et balafrées aux jointures. C'étaient les mains d'hommes qui travaillent la pierre, le bois ou les chevaux, plutôt que la plume et les titres. Son visage avait la couleur des longs hivers, buriné et calme. Le gris commençait à poindre sur ses tempes. Ses yeux étaient du brun foncé du vieux bois. Et derrière eux se cachait un chagrin si bien installé qu'il était simplement devenu une partie de son expression. De la même manière qu'une cicatrice devient une partie d'un visage. Alderic Crane, le duc de Severor, descendit les escaliers. Il ne regarda pas encore Lord Fenn. Il franchit les 3 dernières marches et s'accroupit. C'était une chose extraordinaire à voir pour un homme de cette taille et de ce rang. Il se plia simplement sans effort apparent. Il prit le petit garçon par le menton, doucement,
avec ses mains abîmées. Et il tourna la joue rougie vers la lumière des hautes fenêtres. « Est-ce que ça fait très mal ?» demanda-t-il. Le garçon le regarda avec d'énormes yeux sombres. Il dit, de la voix d'un enfant qui s'efforce d'être courageux. « Un peu, monsieur. »« Bien, » dit le duc. « Alors tu t'en souviendras. Et ça ne t'apprendra rien. Sauf que certains hommes ont peur d'être désarçonnés et ne sont pas assez honnêtes pour le dire. » Il se releva. Il regarda Lord Cassius Fenn. Cela dura 3 secondes, peut-être 4. Mira les compta, sans savoir qu'elle comptait. Elle remarqua aussi ses propres mains, qu'elle avait jointes à sa taille. Elles étaient parfaitement stables, ce qui la surprit. « Fenn, » dit le duc. C'était tout. Un seul mot, sur un ton qui n'était pas colérique. La colère aurait été plus facile. Lord Fenn ouvrit la bouche, et il fut immédiatement clair qu'il ne savait pas quoi y mettre. « Alderic, c'est-à-dire, je ne savais pas que le garçon était... » Il s'arrêta. Il essaya de nouveau. Il était dans mes pieds. Tu sais comment c'est sur le gravier quand un cheval... Oui, dit le duc. Je sais comment c'est. Il y eut un silence qui avait la qualité d'une porte que l'on ferme très doucement et dont on tire le verrou. Le garçon s'appelle Pell, dit le duc. Il a 6 ans. Il est le fils de mon chef palefrenier, qui a perdu sa mère il y a 2 hivers. Il a la permission de cette maison de traverser n'importe quel sol qui lui plaît. Vous allez lui souhaiter un bon après-midi. Lord Fenn regarda Pell. Pell regarda Lord Fenn avec la candeur dévastatrice des très jeunes. « Bon après-midi », dit Fenn à travers quelque chose qui demanda un effort considérable. « Bon après-midi, monsieur », répondit Pell. C'était posé et c'était parfait. Et quelque part au fond de la poitrine de Mira Voss, un sentiment changea, qu'elle n'examina pas. « Voss, » dit le duc, sans la regarder directement. « Voulez-vous emmener Pell chez Madame Holt? Demandez-lui de l'eau fraîche et les biscuits qu'elle a sous la main. »« Oui, votre grâce, » dit Mira. Elle tendit la main au garçon. Pell la prit sans hésitation, avec la confiance des enfants à qui l'on a appris que toutes les mains ne font pas mal. Elle n'entendit pas ce qui fut dit entre les 2 hommes après qu'elle se fut retournée. Mais elle en entendit le ton, une voix mesurée et posée. Une voix qui commença avec des fanfaronnades et se termina par quelque chose qui ressemblait, du bout du couloir, à l'acceptation répétée d'un verdict. Lord Fenn ne resta pas pour dîner. C'était le 23e jour d'août. Il restait 38 jours avant la fin du trimestre. C'est à ce moment que le contrat de Mira avec Lady Alden prenait fin. Elle avait déjà pris ses dispositions pour la suite, car c'était une femme pratique. Elle ne s'autorisait pas le luxe d'attendre quoi que ce soit qui ne lui ait pas encore été offert. Elle était à Aldenver depuis 4 mois. Pendant ces 4 mois, elle avait été entièrement invisible. Elle avait compris que c'était la bonne stratégie, car une dame de compagnie qui devient visible pour l'invité principal de la maison, un duc en résidence pour un héritage contesté, gérant son domaine pendant que les avocats et les fiduciaires se disputaient sur ce qui était réglé et ce qui ne l'était pas. Une dame de compagnie qui attire l'attention de cet homme ne restait pas longtemps une dame de compagnie. Elle était la recommandation de la nièce de l'ami de Madame Dormer. Elle était arrivée avec une seule malle, d'excellentes compétences en arithmétique et un visage que personne ne regardait à 2 fois. C'était précisément ce qu'elle en attendait. Elle avait été invisible, jusqu'au moment où elle ne l'avait plus été. Elle s'assit avec Pell dans la cuisine jusqu'à ce que la rougeur disparaisse de sa joue et que les biscuits se réduisent en miettes. Il lui montra un tour qu'il pouvait faire avec une coquille de noix et un caillou. Elle n'y arrivait pas, même en suivant attentivement les instructions. Et il se moqua d'elle avec la pitié douce et implacable d'un enfant. Madame Holt se tenait à la grande table, les bras croisés, et ne disait rien. Ce qui était une forme de verdict en soi. Quand Mira retourna au salon du haut, Lady Alden Verrett faisait sa broderie. Elle le faisait avec la concentration d'une femme à qui l'on a raconté quelque chose et qui choisit de ne pas encore avoir d'opinion à ce sujet. « Mon neveu, » dit Lady Alden Verrett sans lever les yeux, « peut être très particulier au sujet des domestiques. »« Oui, madame, » acquiesça-t-elle. « Il n'est pas particulier pour d'autres choses. Dans la plupart des domaines, il est entièrement intelligible. » Elle fit un point de couture. « Il m'a demandé votre nom ce matin, avant l'arrivée de Fenn. Je pensais que vous devriez le savoir. » Mira n'avait rien à dire à cela qu'il fut censé de dire à voix haute. Alors, elle ne dit rien et prit la pile de correspondance à trier. On ne lui avait pas dit que le duc de Sévéror serait à Aldenvir quand elle avait accepté le poste. On lui avait dit qu'il était dans le nord, gérant des propriétés contestées.
On ne l'attendait pas avant le printemps. Il était arrivé en juin sans cérémonie, sur un cheval gris, de la boue sur ses bottes. Il avait une lettre scellée qu'il ne montra à personne. Et il était là depuis, travaillant dans le bureau de l'aile et avant l'aube la plupart des matins. Il mangeait dans la maison, mais pas à table. Elle s'était fait des impressions de lui par fragments. De la même manière qu'on se fait une impression du temps depuis l'intérieur. Une voix dans le couloir, une lampe encore allumée à minuit. Les comptes qu'on lui donnait parfois à organiser, qui étaient méticuleux d'une manière qui suggérait l'esprit derrière eux. Et 2 fois, 3 fois maintenant, une rencontre directe au cours de laquelle elle avait réussi à ne rien dire, qui ne révèle quoi que ce soit. Elle y pensa en triant les lettres. Elle pensa à la façon dont le rouge avait quitté le visage de Fen. Elle pensa à la main de Pell dans la sienne. Et elle mit tout cela de côté avec l'efficacité de l'habitude. Elle se tourna vers les comptes de la maison. Car les comptes de la maison avaient la très grande vertu de ne contenir aucune information sur les yeux du duc de Sévéror. Il y avait une anomalie dans les projections de septembre. C'était une petite somme, 3 livres et quelques shillings. Et c'était la 3e anomalie de ce genre qu'elle avait trouvée en autant de semaines. Chacune se trouvait dans la même colonne, sous la rubrique que M. Radnor, l'intendant de la maison, gérait personnellement, les comptes de la cave et des provisions de la maison. Chacune avait été résolue la semaine suivante par une écriture en sens inverse, assez petite pour être invisible lors d'une lecture rapide, assez précise pour que quiconque ayant regardé les chiffres de près, quiconque, disons, n'ayant rien d'autre à faire que de s'asseoir tranquillement dans les coins et de comprendre l'arithmétique, verrait que les résolutions n'étaient pas des corrections, c'étaient des déguisements. Elle mit la page de côté. Elle prit la suivante. C'était une semaine avant la fin du trimestre, quand la lettre qui ne lui était pas adressée arriva. Elle la trouva par accident dans le courrier du matin. Elle avait été placée, pensa-t-elle, avec la correspondance de la maison destinée au tri, ou peut-être glissée là. Elle ne pouvait en être certaine. Et elle vit le nom dessus, avant de pouvoir s'empêcher de le voir, car le nom était celui du duc de Sévéror, et l'écriture était une écriture qu'elle reconnaissait des comptes. L'écriture de M. Radnor, adressée à un nom qu'elle ne connaissait pas, à l'adresse d'un avocat en ville. Scellée, mais mal scellée. Et quand elle la tint par le bord, elle pouvait sentir à travers le papier le froissement de quelque chose de plié à l'intérieur, plus rigide qu'une lettre. Elle la mit de côté, séparément du reste du courrier. Elle ne l'ouvrit pas. Elle était, entre autres choses, une femme qui comprenait où était sa place. Elle se dit qu'elle la donnerait à M. Radnor et ne dirait rien. Elle se dit que c'était pratique. Elle se dit que les anomalies dans les comptes pouvaient avoir des explications innocentes. Qu'elle était à Alden depuis 4 mois et partait dans 30 jours. Que ce n'était pas sa maison et pas ses affaires. Elle ne crut à presque rien de tout cela. Cet après-midi-là, Lady Alden fit la sieste. Mira se promena dans le potager avec la précision morte d'une femme pensant très vite à quelque chose auquel elle essaye de ne pas penser. Et elle retourna ce qu'elle savait. 3 anomalies, chacune trop petite pour être remarquée, chacune effacée et remplacée. Une lettre de l'intendant de la maison à un avocat, scellée avec le propre coupe-papier du duc de Sévéror. Elle en était presque certaine d'après la marque sur la cire. Et un homme dans le bureau de l'aile, L.A., qui était là depuis juin, avec une lettre scellée à lui, gérant un héritage contesté, pendant que son intendant gérait ses comptes. Et il l'avait fait, calcula-t-elle maintenant, pendant 11 ans. 11 ans, c'était long pour être digne de confiance. C'était aussi long pour se sentir négligée. Elle s'était retournée vers la porte de la cuisine quand elle se retrouva à marcher vers l'aile et être à la place. Elle n'avait pas décidé de le faire. Ses pieds avaient apparemment pris des dispositions indépendantes. Elle frappa. « Entrez », dit-il. Et elle entra. Il était au bureau, la lampe allumée malgré la lumière de l'après-midi. Les fenêtres de l'aile étaient étroites et orientées au nord. Il y avait des papiers partout, dans le chaos organisé particulier d'un homme qui sait exactement où tout se trouve, et qui saurait instantanément si quelque chose avait bougé. Il leva les yeux quand elle entra, et quelque chose dans son visage s'apaisa. Pas tout à fait du soulagement, pas tout à fait de la reconnaissance, comme un homme qui entendait un son et venait d'en identifier la source. « Vos », dit-il. Puis, se corrigeant avec ce qui semblait être une intention délibérée, « Mademoiselle Vos. »« Votre grâce, dit-elle. Je m'excuse pour l'intrusion. J'ai trouvé quelque chose dans le courrier dont je ne sais que faire.
et j'ai pensé qu'il valait mieux la porter ici que d'y penser plus longtemps. Elle posa la lettre sur le bord de son bureau. Il la regarda. Il regarda l'adresse, l'écriture et le sceau. Son expression ne changea d'aucune manière assez grande pour être décrite. Ce qui changea fut seulement une qualité d'immobilité. La façon dont l'air dans une pièce change quand quelqu'un dedans arrête de respirer un instant. « Où avez-vous trouvé ça ?» dit-il. « Dans le courrier de la maison, dit-elle. Je crois qu'elle y a été placée par erreur. Où ?» Elle s'arrêta. Il la regarda. « Où ?» dit-il. « J'ai aussi trouvé 3 anomalies dans les comptes de provision, dit-elle. Résolues chaque fois en 1 semaine, mais pas correctement résolues. Les chiffres de correction sont construits. Je peux vous montrer les calculs. » Il resta silencieux un moment. « Depuis combien de temps le savez-vous ?»« 3 semaines, dit-elle. Je ne savais pas quoi en faire. Je ne sais toujours pas. Je pars dans 30 jours. » Quelque chose se passa au fond de son expression à ce moment-là. Elle le perçut sans pouvoir le nommer, ce qui était inhabituel pour elle, et brièvement exaspérant. « Asseyez-vous, mademoiselle Voss, dit-il. » Et elle s'assit, car il lui sembla que quoi qu'il arrive ensuite, cela arriverait qu'elle soit debout ou assise. Et être assise signifierait que ses mains ne seraient pas visibles. « Depuis combien de temps gérez-vous les comptes de la maison ?»« Depuis que la précédente dame de compagnie de Lady Alden est partie en mai, dit-elle. Monsieur Radnor a eu la gentillesse de m'inclure dans les bilans hebdomadaires. Monsieur Radnor, dit le duc, a eu la gentillesse de vous inclure dans les bilans hebdomadaires. Il le dit sur un ton qui répétait les mots tout en examinant le dessous. Et en 4 mois de bilan hebdomadaire, vous avez trouvé 3 écritures que 11 ans de mes propres bilans trimestriels n'ont pas trouvées. Vous cherchiez des schémas plus larges, dit-elle. Je regarde les lignes individuelles. C'est un type d'attention différente. Il se pencha très légèrement en arrière. Qu'est-ce qui vous a poussé à m'apporter ça? Vous auriez pu ne rien dire. Vous partez dans 30 jours. Elle y réfléchit. Elle y avait déjà réfléchi dans le potager. Et elle y avait réfléchi avant cela. Et la réponse n'avait pas changé. Parce que quand ça sortira, dit-elle, et ça sortira comme ces choses le font toujours, les gens de cette maison qui n'y sont pour rien en supporteront néanmoins une partie du coût. Le père de Pell s'occupe des chevaux. Madame Holt est dans cette cuisine depuis 20 ans. On ne peut pas désapprendre ce que l'on sait. Il y eut un silence. Il n'était pas inconfortable, ce qui l'a surpris. Non, dit-il, on ne peut pas. Il regarda de nouveau la lettre. Je vais vous demander de faire quelque chose qui sort de vos fonctions contractuelles. Et je vais vous dire pourquoi. Ensuite, je vais vous dire quelque chose que je n'ai dit à personne dans cette maison. Et je vous demanderai de le garder jusqu'à ce que je puisse vous l'exposer correctement. Il fit une pause. Pouvez-vous faire ça? Je peux garder presque n'importe quoi, dit Mira. Je suis très discrète. Le presque sourire traversa son visage, le fantôme d'un sourire, plus dans les yeux que sur la bouche. Et elle le classa, avec la même précision involontaire, avec laquelle elle classa les capillaires brisés dans le seau de cire et les 3 chiffres construits dans les comptes. Il y a une chose que je ne peux pas encore vous exposer, dit-il. Et je sais que ce n'est pas une réponse satisfaisante. Ce que je peux vous dire, c'est que cette lettre n'est pas la première du genre. Il y en a d'autres. Et ce qui a été pris de ce domaine en 11 ans ne se chiffre pas à 3 livres. Il s'arrêta. Le trimestre se termine dans 30 jours. J'ai besoin de ces 30 jours. Après cela, les fiduciaires se réunissent, et ce qui leur sera présenté déterminera si cette maison et les 5 villages qu'elle entretient restent intacts ou sont divisés et vendus pour couvrir ce qui semble, selon la comptabilité actuelle, être des dettes qui n'existent pas en fait. Mira le regarda. Elle comprenait extrêmement bien l'arithmétique. « Les dettes sont fabriquées, dit-elle. Elles sont en train d'être fabriquées, dit-il. Au présent, activement. Et l'homme qui les fabrique a eu 11 ans pour s'assurer que la fabrication semble plus crédible que la vérité. Il tenait la lettre entre 2 doigts. Ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui peut regarder les vrais chiffres et les comprendre. Pas un comptable envoyé de la ville qui éventerait notre jeu. Quelqu'un déjà dans cette maison, qui a déjà regardé, qui a déjà trouvé ce que personne d'autre n'a trouvé. « Qu'est-ce que cela vaut pour vous ?» demanda Mira. Il resta silencieux. Elle le regarda se demander si la question était mercenaire ou pratique, et arrivait lentement à pratique. « Nommez-le, dit-il. »« Je ne le nomme pas encore, dit-elle. Je demande ce que vous croyez que cela vaut. Il y a une différence. Je trouve que les réponses des hommes à cette question m'en disent long sur ce qu'ils croient réellement être la chose. » Pendant un instant,
Le fantôme devint plus qu'un fantôme. Sa bouche se courba, et ce fut bref, et ce fut inattendu. Et cela changea considérablement la géométrie de son visage. Puis ce fut parti. « Cela vaut, dit-il précisément, bien plus que ce que je suis à l'aise de dire à une femme à qui j'ai parlé à 3 occasions et demie. 4, dit-elle. L'incident avec Pell compte pour une fois entière. 4, concéda-t-il. Il posa la lettre. Voulez-vous m'aider? Elle regarda la lettre. Elle regarda la fenêtre où l'après-midi était devenu gris et pressait contre la vitre avec le poids d'une saison approchante. Elle pensa aux 30 jours et aux comptes, aux 20 ans de Madame Holt et au palefrenier qui avait perdu sa femme et élevé un fils qui serrait la main d'un duc sans sourciller. « Oui, dit-elle, mais j'aurais besoin d'accéder à la salle des archives, et j'aurais besoin d'une raison d'y être que Radnor croira. Vous réorganisez les archives de la maison avant la fin du trimestre. Le duc dit que c'est vrai, parce que je vous le demande maintenant, dans cette pièce, formellement. Alors je commencerai demain, dit-elle. Elle se leva. Il se leva. C'était un réflexe ancré en lui avant la pensée, et ils se trouvèrent brièvement dans le même petit cône de lumière de la lampe. Et c'était la première fois qu'elle était assez proche pour voir que le chagrin au fond de ses yeux avait un caractère spécifique. Le poids particulier de quelque chose de choisi plutôt que de subi. Elle ne demanda pas. Elle se tourna et se dirigea vers la porte. « Mademoiselle Voss, dit-il. » Elle s'arrêta. « L'incident avec Pell, dit-il. Vous n'avez pas élevé la voix. » Elle le regarda par-dessus son épaule. « Non, dit-elle. »« J'ai remarqué, dit-il. » Et il n'élabora pas. Et elle sortit. La salle des archives se trouvait derrière le bureau de l'intendant. Elle sentait la poussière, le vieux cuir et le froid particulier des pièces, où l'on garde du papier plutôt que des gens. Mira arriva le lendemain matin, avant que M. Radnor ne soit à son bureau. C'était facile à organiser. Elle avait appris dès sa première semaine qu'il arrivait ponctuellement à 9 heures et partait précisément à 5 heures. Il était dans ses habitudes aussi régulier qu'une bonne horloge. Ce qui était, pensa-t-elle, à la fois une vertu administrative et une faiblesse tactique. Elle commença par les plus anciens registres et avança. Car avancer ainsi ressemblerait, pour quiconque l'observerait, à la diligence d'une femme faisant exactement ce qu'on lui avait assigné. Elle prenait des notes de sa propre main dans un petit carnet qu'elle gardait dans la poche de son tablier. Les notes étaient dans une compression de sa propre invention qui aurait été incompréhensible pour quiconque ne l'aurait pas vu la développer. Ce que personne n'avait fait. Ce qu'elle trouva au cours des 3 premiers jours était pire et meilleur que ce à quoi elle s'était attendue. Pire parce que le montant ne se chiffrait pas en centaines de livres, mais en milliers, accumulés sur 11 ans avec une patience extraordinaire. Assez petit chaque année pour passer un audit superficiel. Diversifié sur suffisamment de colonnes pour empêcher une seule colonne de raconter toute l'histoire. Couvert par des contre-écritures programmées précisément pour les bilans trimestriels. L'architecture de la fraude était presque impressionnante. De la même manière que la conception d'un piège est impressionnante quand on se trouve à l'intérieur. Meilleure, parce que l'homme qui l'avait construite n'avait pas pu résister à garder des archives. M. Radnor avait, pendant 11 ans, tenu une comptabilité parallèle. Mira la trouva le 4e jour dans une boîte à titres à double fond, au fond de l'étagère du milieu. Ce qui aurait été une cachette brillante, s'il n'y avait pas eu le fait que la poussière sur l'étagère était dérangée selon un motif qui parlait très clairement d'une boîte régulièrement retirée et replacée. La comptabilité parallèle était chiffrée, mais le chiffre était simple. Un décalage de lettres du genre qu'on enseigne aux écoliers. Mira décoda 3 pages avant d'être certaine d'avoir raison. Puis elle s'assit un moment, la main sur le registre ouvert, et écouta le son que la maison faisait autour d'elle. C'était une femme qui avait grandi en tenant les comptes de sa mère quand sa mère était trop malade pour les tenir, puis les comptes de son frère quand son frère n'avait ni la tête ni l'envie, puis les comptes de la maison où elle avait été gouvernante, jusqu'à ce que la maison n'ait plus besoin de gouvernante. Et puis les comptes d'une bibliothèque de prêt, qu'il avait gardée pendant 2 ans avant que le propriétaire ne meure et que la bibliothèque ne soit vendue. Elle comprenait le sentiment d'un chiffre qui ne ment pas. Elle comprenait aussi le sentiment d'une pièce qui avait gardé un secret si longtemps qu'elle avait commencé à confondre le secret avec elle-même. Elle prit la boîte à double fond. Elle l'enveloppa dans un tissu des étagères des archives. Elle la transporta à travers la maison à midi, quand Radnor était à déjeuner, ce qui, avait-elle établi, était sa pratique invariable.
et elle l'a mis dans le siège de fenêtre de sa propre chambre, sous 3 châles de rechange et une boîte à chapeau. Puis elle descendit trier la correspondance de l'après-midi de Lady Aldenvera, comme si le monde continuait normalement, ce qui, du point de vue de Lady Aldenvera, était le cas. Elle ne vit pas le duc ce jour-là. Elle s'y attendait. Ils avaient une méthode maintenant. Il lui laissait une note dans la salle des archives chaque matin, dans une petite enveloppe scellée, glissée entre 2 registres spécifiques, et elle laissait ses découvertes au même endroit avant 6 heures du soir. Les notes étaient brèves, elles étaient factuelles. Elles devinrent, au cours de la semaine, quelque chose qu'elle attendait avec impatience et qu'elle n'examinait pas. Son écriture était sombre et posée, et avait une qualité de décision dans chaque trait, des lettres qui n'hésitaient pas. Il posait de bonnes questions. Il comprenait ce qu'elle lui disait en chiffres, sans avoir besoin de traduction. Elle le dit une fois, obliquement, dans une note, et la note du lendemain matin disait simplement « Ma mère tenait les comptes du domaine familial. Elle était meilleure à cela que n'importe quel intendant que j'ai employé. » Il ne l'avait pas signé différemment des autres, mais il y avait quelque chose dans la phrase qui ressemblait à une porte entr'ouverte. Elle répondit par écrit. Était-ce inhabituel pour une femme de sa position? Et la note du lendemain matin disait « Elle trouvait cela pratique. » Elle trouvait aussi cela clarifiant, son mot à elle. Il avait souligné clarifiant. Le 9e jour, M. Radnor la trouva dans la salle des archives. C'était un bel homme, ce qui était la première chose que l'on remarquait, et ce qui rendait le reste de lui plus difficile à lire. Il avait peut-être 50 ans, avec de l'argent à ses tempes, et un visage d'une amabilité extraordinaire. Le visage d'un homme qui avait passé toute sa vie à être digne de confiance, et qui avait compris très tôt que l'amabilité était à la fois le chemin le plus facile vers la confiance et la meilleure dissimulation pour son contraire. Impeccablement. Il avait une petite habitude particulière de presser le bout de ses doigts ensemble quand il pensait, un clocher de main sous son menton. Elle l'avait observé à 3 occasions, et rétrospectivement, elle lisait cela comme le geste d'un homme qui compte. « Mademoiselle Voss, dit-il avec une chaleur sincère, vous êtes très minutieuse. Je n'ai jamais vu personne atteindre la 43e étagère. » « La 43e étagère est très intéressante, dit Mira. Il y a quelques anomalies dans les registres de 59 et 60 que je pense que le duc devrait connaître. De vieilles anomalies, facilement expliquées, j'imagine. Des erreurs de gestion d'avant votre mandat. » Elle l'observa. Elle avait appris à observer ce que le visage faisait quand il décidait s'il devait s'alarmer, ce qui n'était jamais l'alarme elle-même. L'alarme était gérée, contenue, mise sur une étagère. Mais l'instant d'avant, le moment du calcul. « Oh, je doute que cela intéresse sa grâce, dit Radnor. De très vieilles affaires. J'y ai jeté un œil moi-même au printemps dernier. De simples anomalies, exactement comme vous le dites. Oui, dit Mira. Je suppose que vous avez raison. Elle sourit. Elle était extrêmement douée pour sourire d'une manière qui ne communiquait rien. Je les noterai tout de même, pour être complète. Il pressa le bout de ses doigts ensemble. Bien sûr, dit-il, pour être complète. Il resta un instant de plus, affable, agréable et entièrement immobile. Avez-vous trouvé la salle des archives confortable? Il peut y faire assez froid. Je serais heureux de faire apporter un brasero. J'ai très rarement froid, dit Mira. Il sourit, se tourna et sortit. Elle écouta ses pas, posés, même corrects, jusqu'à ce qu'ils s'estompent. Elle écrivit une note cet après-midi-là, qui était plus longue que les autres, et elle ne la laissa pas dans les registres. Elle la laissa, scellée, sur le bureau du duc, où elle n'avait jamais laissé de note auparavant, parce que la situation était différente maintenant, et elle pensait qu'il devait savoir que Radnor avait été dans la salle des archives, avait offert un brasero, et connaissait la 43e étagère. Le lendemain matin, elle se réveilla pour constater que la boîte à double fond était exactement là où elle l'avait laissée, sous la boîte à chapeau, et aussi que quelqu'un était entré dans sa chambre. Elle n'aurait pas pu expliquer comment elle le savait. Rien n'avait bougé. Les châles étaient pliés comme elle les avait pliés. Mais il y avait un déplacement dans l'air, une qualité de pièce qui avait été fouillée par quelqu'un qui n'avait pas tout à fait réussi. Elle s'assit avec cette information un moment avant de se lever, de s'habiller et de confirmer ce qu'elle savait déjà. La boîte était toujours là, et les 3 pages de comptabilité décodées avaient disparu. Elle avait su, bien sûr, qu'il fallait mettre les pages décodées ailleurs. Elle les avait mises dans son exemplaire de l'économie domestique des ménages. Il se trouvait sur la 3e étagère du salon,
qu'elle ne partageait avec personne, entre un recueil de sermons et un dictionnaire de termes botaniques. Et elle les avait mises là parce qu'elle avait appris à 22 ans, dans une situation entièrement différente de celle-ci, mais pas entièrement différente dans sa structure, que les choses les plus précieuses sont mieux gardées, là où elles ne ressemblent pas à des choses qui valent la peine d'être gardées. Elle était au petit déjeuner, mangeant posément une tartine, quand le duc entra dans la salle à manger. Elle ne l'avait jamais vu au petit déjeuner auparavant. Il prit une tasse de thé sur le buffet et resta debout, ce qui était inhabituel. Il la regarda d'une manière directe, sans être impoli. Une qualité qu'elle avait remarqué être innée chez lui, la précision, sans agression. « Vous avez écrit que quelqu'un était dans la salle des archives, dit-il. Et dans ma propre chambre, dit-elle, la nuit dernière. Les pages décodées sont en sécurité, dit-elle. Ailleurs. Il s'assit en face d'elle, ce qui était également inhabituel, et elle eut la nette sensation d'un recalibrage se produisant en temps réel. Jaune visible mais présent, comme le temps qui change. Je vous dois une explication, dit-il, et je ne suis pas en mesure de vous en donner une complète, et je sais que ce n'est pas satisfaisant. J'ai dit que je pouvais garder des choses, dit-elle. Vous l'avez dit. Il tourna la tasse de thé dans ses mains, qui étaient encore une fois déplacées. Les mains abîmées faisant quelque chose de petit et de méditatif avec une pièce de porcelaine très fine. Radnor est dans ce domaine depuis 11 ans, parce que je faisais confiance à son prédécesseur, qui l'a fait venir et a bien parlé de lui. Le prédécesseur est mort. J'ai eu des raisons, pendant 3 ans, de soupçonner ce que vous avez trouvé en 4 mois. Et je n'ai pas pu trouver la preuve, car la preuve se trouvait dans les archives auxquelles il avait accès et que je n'ai pas regardé d'assez près. Il posa la tasse. Et parce que je n'ai pas regardé d'assez près, la réunion des fiduciaires, à la fin de ce mois, se verra présenter des comptes qui montrent que le domaine a des dettes qu'il n'a pas, sur fond de documents que je n'ai pas encore localisés et qui semblent transférer la responsabilité à mon nom. Elle resta silencieuse. La lettre que j'ai trouvée était adressée à l'avocat qui l'a sous contrat depuis 3 ans, dit-il, qui est en fait l'homme recommandé par les fiduciaires eux-mêmes. Il le dit avec une platitude qui n'était pas sans émotion. C'était la platitude d'une émotion gérée avec une grande expertise. Le plan de Radnor, pour autant que j'ai pu le reconstituer, est de présenter des comptes fabriqués à la fin du trimestre, de produire des documents avec ma signature qui semblent autoriser les transactions, et de faire déclarer le domaine insolvable. La gestion passerait alors à un comité de fiduciaires qu'il cultive depuis 3 ans. Il n'en profiterait pas directement, dit Mira. Non, dit le duc. Il profiterait d'un arrangement de commission avec les hommes qui achètent les domaines lorsqu'ils sont vendus, et de 11 ans de comptes écrémés, ce qui, selon votre calcul, il la regarda. Au minimum 8 000, dit-elle, probablement plus près de 12 000. Il absorba cela sans trouble visible. Oui, dit-il. Les documents avec votre signature, dit-elle. Comment ont-ils été obtenus? Il la regarda fixement. Ça, dit-il, c'est la chose que je ne peux pas encore vous exposer. Elle retint cela. Elle pensa à la note qu'elle avait trouvée sur son bureau la semaine précédente, celle qui disait qu'elle trouvait cela clarifiant. Et elle pensa à la lettre scellée avec laquelle il était arrivé en juin et qu'il n'avait montrée à personne. Mais vous savez, dit-elle. Je sais, dit-il. Et j'ai la preuve, et je ne peux pas l'utiliser avant la réunion des fiduciaires. Car si je l'utilise plus tôt, je ne peux pas contrôler ce qui arrive à quelqu'un que j'essaie de protéger. Il fit une pause. Je sais que ce n'est pas une réponse satisfaisante. Cela m'en dit long, dit-elle. Il la regarda. Qu'est-ce que cela vous dit? Elle le considéra à travers la table du petit déjeuner. L'immobilité et le chagrin devenus structurels, et les mains qui n'étaient pas de son rang. Et elle dit, « Cela me dit que la protection est plus importante pour vous que la résolution. Ce qui me dit que la personne est plus importante pour vous que la résolution. Et cela me dit que vous avez l'habitude de prendre le chemin le plus long possible, dans toute situation où quelqu'un dont vous êtes responsable pourrait être blessé par le chemin le plus court. » Elle fit une pause. Je trouve cela à la fois admirable et extrêmement peu pratique. Il y eut un silence qui avait la qualité d'une pièce qui se réinstalle après qu'une porte a été fermée. « Oui, dit-il, c'est le cas. » Il regarda sa tasse de thé. « Mademoiselle Voss, si Radnor a fouillé votre chambre, alors il sait que nous sommes en communication. Et la nature de cette communication le préoccupera. Je vais vous demander de continuer comme si vous n'aviez rien trouvé de significatif. Je vais vous demander d'être, pendant 20 jours de plus invisible que vous ne l'êtes déjà.
Je suis très doué pour être invisible, dit-elle. Je sais. C'est? Il s'arrêta. Il recommença. Ce serait plus facile si vous étiez moins doué pour ça. Elle le regarda. Il sembla regretter immédiatement cela, d'une manière qui n'était pas tout à fait de l'embarras, mais qui y était adjacente. La qualité d'un homme qui a dit une chose vraie avant d'avoir pleinement décidé de la dire. 20 jours, dit-elle. 20 jours, dit-il. Et ensuite, je vous devrai une explication complète. Elle se leva, prit sa tartine et l'emporta avec elle, parce qu'elle ne l'avait pas finie. Elle alla s'occuper de la correspondance matinale de Lady Alden, et elle n'examina pas le sentiment que la chose qu'elle tenait avait changé de poids. Les ennuis arrivèrent, comme les ennuis ont tendance à le faire, par une porte qu'elle surveillait et une fenêtre qu'elle n'avait pas vue. Le 14e jour, une visiteuse arriva, une mademoiselle Constance Vell. Elle était la nièce d'un des fiduciaires et était, selon la lettre de Lady Alden, venue pour une visite de 15 jours que Lady Aldenvere avait apparemment invitée en avril et entièrement oubliée. Mademoiselle Vall avait 24 ans et était belle de la manière spécifique et délibérée d'une femme qui a cultivé la beauté comme un instrument plutôt qu'une caractéristique, avec une qualité d'amabilité parfaite que Mira reconnut immédiatement comme la même qualité que Radnor possédait, opérant dans des conditions différentes vers des fins différentes. Elle observa Mademoiselle Vall opérer pendant 3 jours, et elle comprit. Une personne rachetable, pensa-t-elle. Pas une personne méchante, mais une personne à qui l'on avait appris très jeune que le monde de ce genre de maison récompensait une certaine performance, et qui la jouait avec la constance de quelqu'un qui avait oublié que c'était une performance. Elle regarda Mademoiselle Vall s'arranger près du duc au dîner. Il dînait à table maintenant, avec une invitée. Mira était à 3 sièges de distance et largement invisible. Elle regarda le duc être gentil, grave et distant, à la manière d'un homme qui avait une grande pratique de la gentillesse, de la gravité et de la distance. Le 17e jour, Mira descendit l'escalier principal, un peu après 11 heures du soir, pour récupérer un livre qu'elle avait laissé dans le salon. Elle entendit, à travers la porte de la bibliothèque entr'ouverte, la voix de Radnor et une autre voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Elle s'arrêta et elle écouta. « Je ne les trouve pas », disait Radnor, sur le ton agréable qui signifiait qu'il était sous tension. « Elle les a quelque part. La fille est une espionne. »« C'est une dame de compagnie, » dit l'autre voix. C'était un homme, plus jeune, avec les voyelles plates de la ville. « L'avocat, » pensa-t-elle, ici en personne. « C'est une espionne, » répéta Radnor. « Il l'utilise. Elle est dans la salle des archives tous les jours depuis 2 semaines. Elle a trouvé quelque chose. Je ne sais pas quoi, et je ne peux pas... Peu importe ce qu'elle a trouvé, dit l'avocat, avec une patience qui avait ses limites. Les documents sont préparés. Les comptes sont déposés. La réunion est dans 6 jours, et quoi qu'elle ait trouvé, cela ne peut pas être présenté à temps, à moins qu'elle n'ait accès à... Elle a peut-être accès à tout, dit Radnor. Je crois qu'il lui a donné la clé de la salle des titres. Une pause. Ce serait fâcheux. Si elle a les registres originaux du domaine de la décennie 59, les contre-écritures ne tiendront pas. Radnor dit. Les originaux montrent les vrais montants. On m'avait assuré qu'ils avaient été déplacés dans les archives secondaires de l'aile nord. Ils y étaient. Ils n'y sont plus maintenant, dit Radnor. Et sa voix était celle d'un homme arrivant à une conclusion à laquelle il ne voulait pas arriver. Je crois qu'il les a déplacés. Une autre pause plus longue. Alors nous accélérons, dit l'avocat. Demain, je la ferai renvoyer. Il y a une affaire de boîte à titres manquante dans la salle des archives. Un vol dans la maison. C'est un motif de renvoi immédiat, et cela discréditera tout ce qu'elle présentera. Mira se tenait dans le couloir, la main sur le mur, sa respiration entièrement contrôlée. Elle pensa. Alors voilà. Elle retourna dans sa chambre. Elle ne récupéra pas le livre. Elle s'assit sur son lit dans le noir et organisa ce qu'elle savait dans l'ordre où elle aurait besoin de le déployer. Et quand elle eut fini, elle resta assise un peu plus longtemps, car elle avait appris que lorsque les choses étaient sur le point de s'effondrer, rester immobile et respirer lentement était une forme de préparation qui ne ressemblait à rien, ce qui était exactement ce à quoi elle devait ressembler. Le matin, elle trouva sur le bureau de l'aile une note, une longue. Elle n'en avait jamais reçu de longue auparavant. Elle disait « Je sais pour la nuit dernière. Vous ne devez pas vous inquiéter du renvoi. Il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a 1 semaine et que je ne vous ai pas dit. Parce que je suis.
Comme vous l'avez observé, constitutionnellement enclin à prendre le chemin le plus long dans toute situation où quelqu'un dont je suis responsable pourrait être blessé. Vous m'avez dit que c'était admirable et extrêmement peu pratique. Vous aviez raison sur les 2 points, et je vous dois le chemin le plus court. Venez au bureau à 4 heures si vous le voulez bien. Nous avons 5 jours. Elle vint. Il se tenait à la fenêtre plutôt qu'au bureau, ce qui était nouveau. Quand elle entra, il ne se dirigea pas vers le bureau, mais resta à la fenêtre, regardant le potager où la chaleur de fin août aplatissait les herbes. Et il dit sans se retourner, « Les documents avec ma signature ont été obtenus de mon frère. » Elle s'assit sur la chaise en face du bureau, ce qui lui tournait le dos, et elle pensa que ce n'était pas accidentel. « Votre frère, dit-elle. Il est mort il y a 3 ans, dit le duc. D'une fièvre, en 6 jours. Très vite. Il avait 28 ans. Avant de mourir, il s'arrêta. La façon dont il s'arrêta n'était pas l'arrêt du deuil, mais l'arrêt d'un homme qui n'a pas dit une chose à voix haute et en trouve la forme. Il était endetté, en privé, substantiellement. Et Radnor le savait, parce que Radnor était celui vers qui il s'était tourné quand il ne pouvait pas se tourner vers moi. Parce que nous avions été, un autre arrêt. Il est mort en croyant que je ne savais pas. Je ne lui ai pas dit que je savais. Cela semblait inutile alors qu'il était mourant. Mira resta silencieuse. Les dettes étaient directement envers Radnor, dit le duc. Un arrangement privé. Et la garantie que mon frère a offerte quand les dettes ont dépassé ce qu'il pouvait rembourser était l'accès. L'accès aux livres de compte, aux dossiers de correspondance, à ma propre correspondance quand il était ici et que je n'y étais pas. Il se détourna de la fenêtre. Son visage était le visage calme d'un homme qui a traversé le pire d'une phrase. Les documents avec ma signature sont des faux, faits à partir de mes signatures authentiques sur des lettres que mon frère a gardées. Je ne les connais pas toutes. J'ai 7 originaux. Radnor a des copies, et l'avocat a construit de fausses autorisations autour des signatures authentiques. Et vous n'avez pas produit les originaux, dit Mira. Parce que les produire nécessite d'expliquer comment vos signatures sont devenues accessibles. Ce qui nécessite d'expliquer le rôle de votre frère. Ce qui nécessite d'expliquer aux fiduciaires, à l'avocat et au comité de fiduciaires que votre frère était endetté en privé envers votre propre intendant. Et que je le savais, dit le duc, et que je n'ai pas agi à temps, ce qui n'est pas disculpatoire. C'est humain, dit-elle. Il la regarda. Il la regarda pendant un moment qui fut légèrement plus long que ce que l'échange d'informations exigeait. Et elle fut, pendant ce moment, entièrement visible. C'était une expérience qu'elle n'avait pas eue en 4 mois, et peut-être plus longtemps encore. La question, dit-il, est de savoir comment produire ce que j'ai et ce que vous avez dans un contexte qui empêche Radnor de nous discréditer l'un ou l'autre. La réunion des fiduciaires, dit-elle. Oui. Alors nous ne la contournons pas, dit-elle. Nous la traversons, en pleine lumière, avec des témoins. Il reste silencieux un moment. Puis, oui, elle réfléchit un instant. J'ai la boîte à double fond, dit-elle. J'ai 3 pages décodées. J'ai les registres originaux du domaine de la décennie 59 que vous avez déplacés dans la salle des titres, qui sont la base contre laquelle les contre-écritures s'effondrent. Ce que je n'ai pas, c'est un témoin qui était présent quand Radnor et l'avocat ont construit l'arrangement, sa logique interne. Howlett, dit le duc. Qui est le commis de Radnor, dit le duc. Employé ici depuis 9 ans. Il vit dans le cottage de l'Est. Je lui ai parlé une fois en privé, et il fit une pause. Il est un homme effrayé. Un homme effrayé qui fait de l'arithmétique depuis 9 ans, et sait exactement quelle arithmétique il a faite. Une question précise, dit Mira à mi-voix. Il craquera à une question précise, dit-elle. Les hommes qui ont peur mais ne sont pas méchants le font toujours. Vous trouvez la question qui leur montre la porte qu'ils ne savaient pas être là, et ils la franchissent. Elle regarda le duc. Qu'est-ce qu'il aime? Les hommes effrayés ont toujours une chose qu'ils aiment plus que leur complicité. Il réfléchit. Il a une sœur, dit-il lentement. Dans le village, une veuve avec 2 jeunes enfants. Alors sa question, dit Mira, concerne ce qui lui arrivera si le domaine est vendu et que le village perd son bail. Elle se leva. La réunion est dans 5 jours. J'ai besoin d'un jour pour compléter les archives, d'un jour pour préparer les documents. Et j'ai besoin que vous arrangiez que la réunion se tienne ici, à Aldenbury, plutôt qu'à l'adresse en ville, afin que nous choisissions la pièce. Il la regarda. Vous avez déjà fait ça, dit-il. Pas ça spécifiquement, dit-elle, mais j'ai fait la version de ça qui s'applique aux bibliothèques de prêt et aux comptes de maison. Et le principe est le même.
Trouvez le chiffre qui ne ment pas. Trouvez la personne qui sait que le chiffre ne ment pas. Les mettre tous les deux en pleine lumière. Il reste silencieux un moment qui avait une qualité différente des précédents. « Mademoiselle Voss, dit-il, quand ce sera fini, j'aimerais... » Il s'arrêta. Il eut l'air un instant d'un homme qui est entré dans une pièce et l'a trouvée meublée différemment de ce à quoi il s'attendait. « Il y a une chose que j'aimerais dire quand ce sera fini, si vous êtes disposé à l'entendre. » Elle le regarda. Elle pensa au refrain qu'elle portait depuis 4 mois. « Je pars dans 30 jours. » Elle pensa au nombre de ces jours qui restaient. « Dites-le quand ce sera fini, dit-elle. Je serai là. » Elle sortit dans le couloir. Elle marcha très prudemment, de la manière dont on marche quand on tient quelque chose qui ne doit pas être renversé. La nuit précédant la réunion des fiduciaires, Mira ne dormit pas. Ce n'était pas de l'anxiété. C'était du calcul, du genre qui nécessitait l'obscurité, le calme et aucune interruption. Le genre qu'elle avait fait à 22 ans et à 25 ans, et à divers intervalles entre les deux. L'arithmétique du « et si c'est faux » posé contre ce qui est certain. Ce qui étaient les registres originaux, la boîte à double fond, les pages décodées, les 7 lettres originales du duc et Howlett, qui avait parlé au duc il y a 3 soirs et avait pleuré, ce qui était la chose la plus utile qu'un homme effrayé pouvait faire. Elle avait aussi, au cours des 2 jours précédents, fait quelque chose qui sortait de ses fonctions contractuelles. C'était d'écrire une lettre de sa propre main. Elle était adressée au fiduciaire, qui n'était pas le patron de l'avocat. Elle demandait sa présence à Aldenver. Elle l'avait écrite dans la prose la plus simple possible, l'avait scellée elle-même et l'avait envoyée par le propre messager du duc, avec la connaissance et l'approbation du duc. Et le fiduciaire avait répondu par retour de courrier qu'il serait présent. À 6 heures du matin, elle se leva et s'habilla de la robe grise qui était sa meilleure et sa plus banale, et donc sa plus utile. Elle alla à la bibliothèque et disposa ce qui était nécessaire dans l'ordre où ce serait nécessaire. Elle s'assit sur la chaise la plus proche de la fenêtre et regarda la lumière arriver. La bibliothèque se remplit à 10 heures. Radnor entra le premier, ce qui était caractéristique. Il entra avec l'avocat, un homme compact nommé Weybridge, au visage intelligent et à l'air patient d'un homme qui n'a jamais perdu une réunion. Et avec le fiduciaire, qui était le patron de l'avocat, un Sir Edward Harrow, qui était vieux et sec, et avait les yeux d'un homme qui avait autrefois été vif et avait passé 20 ans sans avoir besoin de l'être. Ils s'installèrent. Les yeux de Radnor passèrent sur Mira dans sa chaise d'angle avec la qualité particulière de dédain qu'elle avait passé sa vie à cultiver. La voilà, la femme avec les papiers. Elle n'est rien. Le duc entra avec le second fiduciaire, un monsieur Aldis Fry, qui n'était pas vieux et n'était pas particulièrement patient. Il avait écrit dans sa lettre de retour « J'ai trouvé votre lettre des plus suggestives, mademoiselle Voss, et je serais intéressé de voir ce que vous entendez suggérer. » Il s'assit à la droite du duc. Il y avait une 7e personne dans la pièce, Howlett, le commis. Il était assis près de la fenêtre sur une chaise apportée du couloir, car la bibliothèque n'avait que 6 chaises. Il ne regardait pas Radnor et ne regardait pas l'avocat. Il tenait ses propres mains sur ses genoux, à la manière d'un homme qui a froid et ne veut pas que quiconque le voie. Sir Edward s'éclaircit la gorge. Il sortit des papiers. Il commença à parler de la nature du bilan trimestriel, de l'état des comptes et de la question de certaines obligations contre le domaine qui avait attiré l'attention des fiduciaires. Radnor était très immobile à la table, le bout de ses doigts pressé sous son menton. L'avocat Weybridge avait le visage d'un homme qui a répété cette journée de nombreuses fois. Mira écouta. Quand Sir Edward eut exposé la structure de la dette fabriquée, clairement, avec aisance, avec la facilité d'un homme à qui l'on a fait comprendre qu'il présentait une vérité reçue, elle se leva. « Sir Edward, dit-elle, je m'excuse pour l'interruption. Avec la permission du duc, j'ai un document qui devrait être présenté avant que ce chiffre ne soit enregistré comme une conclusion. » La tête de Weybridge se tourna. Ce n'était pas un mouvement rapide. C'était le mouvement d'un homme qui a vu une porte s'ouvrir qui aurait dû être verrouillée. « Mademoiselle Voss sert de représentante du duc en cette matière, » dit le duc. « Elle a ma pleine confiance et autorité. » Radnor regarda le duc. Le regard était le même que celui que Mira lui avait vu faire dans la cuisine, au-dessus d'un brasero et d'une voix agréable. Mais il y avait une fissure maintenant, peut-être pas visible pour la pièce, mais visible pour elle. Elle étudiait ce visage depuis 4 mois. Elle posa le premier document sur la table,
Une comparaison côte à côte de 3 écritures des contes fabriqués et de leurs écritures correspondantes dans les registres originaux de la décennie 59. Transcrit de sa propre main claire et avec des références croisées à la page et à la ligne. Ce sont les registres originaux du domaine, dit-elle, et elle les plaça à côté de la comparaison. Les comptes actuels montrent une provision pour passifs de 1422 livres provenant de cette période. Les registres originaux indiquent 988 livres et 6 shillings. La différence sur la période où Radnor a géré ce domaine représente un schéma d'écriture construite. Elle regarda Weybridge. J'ai la version décodée du registre comptable privé tenu par l'intendant. Elle plaça la boîte à double fond sur la table et l'ouvrit. Le visage de l'avocat ne changea pas. Il était très bon. Je n'ai connaissance d'aucun registre de ce genre, dit-il agréablement. Le chiffre est un décalage de lettres, dit Mira. J'ai fourni la clé et les pages décodées. Le registre fait référence à des paiements sur un compte enregistré au nom de Weybridge et associés. Elle fit une pause. Votre cabinet. Weybridge resta silencieux. Le genre de silence qui choisit. C'est une allégation sérieuse, dit Sir Edward. Oui, dit Mira. C'est aussi une allégation prouvée. Elle se tourna vers Radnor. Monsieur Radnor, j'ai une question. Radnor la regarda avec amabilité et avec un chagrin dans la prise de ses mains sur la table. Et elle vit le chagrin. Le vit distinctement, pour la première fois. Elle vit que le long ressentiment et l'architecture méticuleuse du vol n'avaient pas été construits à partir de rien, mais à partir de quelque chose de réel et de gâché. Le chagrin spécifique d'un homme qui avait cru qu'on lui devait plus que ce qu'on lui avait donné. Ce qui ne l'excusait pas, mais qu'elle comprenait de la manière dont on comprend une chose pour laquelle on n'a aucune sympathie. Les documents avec la signature du duc, dit-elle. Quand vous ont-ils été livrés par le jeune monsieur Crane? Elle n'avait pas dit cela au duc avant de le dire maintenant. Elle avait déterminé quelle devait être la question. Elle avait calculé que la manière la plus sûre de produire sa réponse était de la poser à froid, en public, devant Sir Edward et monsieur Fry. Là où la forme de la réponse de Radnor serait plus lisible que n'importe quelle réponse préparée. Radnor pressa le bout de ses doigts ensemble. Il les écarta. Il regarda la table. Il regarda le duc. Il regarda brièvement Weybridge. Et dans ce regard, elle vit la réponse à la question qu'elle avait réellement posée, qui n'était pas celle qu'elle avait prononcée. Il dit « Je ne sais pas ce que vous voulez dire ». Il le dit doucement et sans emphase, mais il était déjà un degré à côté de la vérité, et la pièce pouvait le sentir. « Monsieur Howlett, dit le duc. Howlett leva les yeux de ses mains. « Votre sœur, dit Mira très doucement, pas comme une menace. » Elle avait été explicite avec elle-même sur le fait de ne pas l'utiliser comme une menace, car ce n'était pas une menace. C'était une porte. À 2 enfants, et le cottage qu'elle loue est dans le village d'Aldenverry by Reach. Howlett la regarda. Ses yeux étaient ceux d'un homme qui avait porté quelque chose pendant 9 ans et était arrivé très soudainement à la limite de jusqu'où il pouvait le porter. Oui, dit-il. Le bail du village, dit Mira, se renouvelle trimestriellement. Si le domaine est divisé et vendu, le bail passe à l'acheteur qui acquiert les propriétés du Nord. Sur quelle base ces baux sont honorés dépend de l'acheteur. Elle fit une pause. Qui profite de la vente du domaine, monsieur Howlett? Les mains de Howlett bougèrent sur ses genoux. Weybridge, dit-il, et les 3 investisseurs pour qui il agit. Sa voix était celle d'une confession qui avait été écrite il y a longtemps et qui n'était lue que maintenant. Arrêtez, dit Weybridge. Quand les premiers documents ont-ils été transmis à monsieur Radnor? Dit Mira. Il y a 3 ans. Howlett regarda la table, après la mort de monsieur Edmund. Ils avaient été collectés pendant 2 ans avant cela. J'en ai copié certains moi-même. Il leva les yeux. Son visage avait la qualité d'un homme qui s'attend à une punition depuis longtemps et a atteint le point de la préférer au poids. « Je suis désolé, dit-il. Je suis désolé, votre grâce. » Le duc le regardait avec son visage calme, et derrière le calme, il n'y avait rien qui ressemblait à un triomphe. « Je sais, dit-il. » Mira prit de la mallette à documents sur la table le dernier article. Cette lettre originale de la main du duc avec les signatures authentiques. Chacune étant clairement une lettre personnelle et non une autorisation. Chacune portant la date et le contexte évident qui rendait la falsification autour de chaque signature impossible à soutenir. Elle les plaça au centre de la table et en tint une à la lumière de la haute fenêtre de la bibliothèque. L'après-midi pressait à travers la vitre
et tombait sur la page. Elle dit « Les autorisations falsifiées sont construites autour de signatures authentiques découpées de ces lettres. Les marques de découpe sont visibles sous les faux. J'invite M. Fry à comparer. » M. Aldis Fry se pencha en avant avec l'air d'un homme qui attendait exactement cette invitation depuis environ 30 minutes et examina les pages. Weybridge ne dit plus rien. Il s'assit avec l'immobilité d'un homme comprenant quelles étaient ses options et faisant le calcul. Et Mira le laissa faire le calcul, car elle l'avait déjà fait, et la réponse était la même dans toutes les directions. Sir Edward Harrow dit « Je pense que j'aimerais avoir un après-midi très inconfortable. » Il le dit avec l'épuisement spécifique d'un homme qui a été manipulé et qui vient de s'en rendre compte, et qui n'a pas l'intention d'aggraver les choses en le niant. « Oui, dit le duc, moi aussi. » Il regarda Radnor. « Je vais vous dire ce qui va se passer, dit-il. Vous démissionnerez de votre poste aujourd'hui avec une lettre qui sera attestée par ses fiduciaires. Vos comptes seront audités par une entreprise indépendante. Vous fournirez un décompte complet de ce qui a été pris, et un calendrier de remboursement sera établi sur les actifs de Weybridge et associés, dans lesquels, si je comprends bien, vous avez un intérêt. » Il fit une pause. « Vous ne ferez pas face à des poursuites pénales. » Radnor le regarda. L'amabilité avait disparu. Ce qui restait était l'homme en dessous, qui était plus petit et plus vieux, et avait passé 11 ans à construire une forteresse de petits chiffres, et était maintenant assis dans ses ruines. « Pourquoi » dit Radnor. « Pas parce que vous avez donné 11 ans de service authentique avant de donner ce qui est venu après, » dit le duc. « Parce que les poursuites pénales exigeraient que le nom de mon frère soit prononcé en public dans des pièces où je ne le traînerai pas. Et parce que les habitants de 5 villages n'ont rien à voir avec l'arithmétique de votre ressentiment et qu'une procédure pénale prendrait 2 ans et ils ne peuvent pas attendre 2 ans pour que leur baux soit stable. » Il le regarda fixement. « Je ne fais pas ça pour vous. Je veux que vous compreniez cela. »« Je comprends, » dit Radnor. Il signa la démission. Il la signa de la même belle écriture qu'il avait utilisée pendant 11 ans dans cette maison. La main compétente et délibérée des comptes, des lettres et du registre qui l'avait condamné. Mira le regarda faire, et quand il l'eut fait, elle ne dit rien. Car il n'y avait rien à dire qui serait meilleur que le silence de la pièce. Weybridge signa un document séparé que M. Tuck Fry avait écrit d'une main précise. Il avait la qualité d'un homme qui avait passé 30 ans en droit à écrire un document qu'il trouvait personnellement gratifiant d'écrire. Howlett resta jusqu'à la fin, puis fut emmené par l'un des valets de pied, avec une quiétude qui était sa propre forme de miséricorde. La pièce se vida à la manière des pièces après les événements. Rapide pour les principaux, lente pour les témoins, laissant derrière elle l'odeur du papier, des lampes et de la chaleur estivale, et le résidu particulier des choses réglées. Les Duc et Mira furent les 2 derniers dans la pièce. Ils se tenaient à la table, regardant les lettres originales empilées au centre. Elle avait commencé à rassembler les documents dans la mallette. L'après-midi était profond et doré à travers les fenêtres de la bibliothèque. La lumière faisait ce que la lumière d'août fait dans ces derniers jours, pressant fort et chaud comme une main posée à plat contre la vitre. « Vous avez dit le nom de mon frère, dit-il, dans la question à Radnor. Je devais donner à Radnor quelque chose auquel il ne pouvait pas répondre sans s'impliquer, dit-elle. Le nom de votre frère était la seule partie que Radnor ne s'attendait pas à ce que je sache. J'ai calculé que l'écart entre le fait qu'il sache que je savais et le fait qu'il ne sache pas ce que je savais d'autre serait suffisant. » Elle fit une pause. « J'aurais dû vous dire que j'avais l'intention de le faire. »« Non, dit-il. J'aurais dû vous parler d'Edmund, avant que vous n'ayez à le découvrir vous-même. » Il resta silencieux. « Comment l'avez-vous découvert ?» Elle réfléchit. « La lettre scellée quand vous êtes arrivé, dit-elle. Le fait que vous protégiez quelqu'un, pas vous-même. La nature des faux. Une seule lettre de famille ne produit pas 2 ans de signatures collectées, à moins que la personne qui les collecte n'ait eu accès au fil du temps et une raison de le faire qui n'était pas encore criminelle. » Elle s'arrêta. « Et, dit-il, la façon dont vous êtes avec Pell, dit-elle. Les hommes qui sentent qu'ils ont échoué à protéger quelqu'un dont ils étaient responsables ont tendance à devenir très précis au sujet des personnes en face d'eux qui peuvent encore être protégées. C'est une sorte d'expiation. » Elle regarda la mallette dans ses mains. « Je pense que vous n'avez probablement pas été aussi lent avec Edmund que vous le croyez. Il était très immobile. Vous êtes très inconfortable à côtoyer, dit-il, et le ton n'avait rien à voir avec les mots. Je sais, dit-elle. On m'a aussi dit, dit-il,
Extraordinaire. Elle le regarda. Il s'était détourné de la table, et la lumière de l'après-midi était sur le côté de son visage. Elle révélait tout le gris de ses cheveux, la qualité abîmée de ses mains, et le chagrin qui n'était pas parti, mais avait une qualité différente maintenant, un allègement plutôt qu'un poids. Et elle pensa, « Voilà la chose que je n'ai pas regardée pendant 4 mois. Mademoiselle Voss, dit-il, il y a une chose que je souhaitais dire quand ce serait fini. Et c'est fini. » Il prit une respiration lente et délibérée. « J'aimerais vous demander si vous envisageriez... » Il s'arrêta. Il recommença. « J'aimerais vous demander si vous resteriez, à quelque titre que vous choisissiez, comme tout ce que vous souhaiteriez être. » Il fit une pause. « Je suis conscient que ce n'est pas une forme appropriée. J'essaye la forme appropriée, et je trouve que je ne peux pas le dire sans d'abord dire « Vous ne me devez pas cela. Vous avez donné à cette maison plus que ce pourquoi vous étiez engagé, et je ne vous demande pas de rester en paiement de quelque nature que ce soit. Je demande parce que... » Il s'arrêta. « Parce que, dit-elle. Parce que j'attendais les notes avec impatience, dit-il très simplement. Chaque matin, plus que je n'attendais quoi que ce soit d'autre. Et parce que vous m'avez dit dans mon propre bureau que la sortie est par le milieu, en pleine lumière, avec des témoins. Et je trouve que je suis en train de suivre ce conseil. » Elle pensa au matin où elle avait entendu la gifle et était descendue les escaliers. Elle pensa à la 43e étagère et au brasero qu'elle avait refusé, aux pages décodées et à la table du petit déjeuner, et à sa mère qui avait tenu les comptes parce qu'elle trouvait cela clarifiant. Elle pensa à la main de Pell dans la sienne et aux petits sentiments non examinés qui avaient bougé dans sa poitrine au moment où le duc s'était accroupi à côté de l'enfant. Ce qu'elle avait mis de côté et qui n'allait plus rester de côté. « Si je reste, dit-elle, ce sera parce que je souhaite rester. C'est la seule raison que j'accepterai, dit-il. » Elle posa la mallette à documents sur la table. Elle le regarda à travers l'après-midi, et les comptes réglés, et la bibliothèque ouverte où la poussière était dorée dans la lumière. Un moineau faisait quelque chose dans les combles avec le dévouement joyeux d'une créature qui a assisté à de nombreux règlements de comptes, et les a tous trouvés finalement sans importance. Et son mari. Il tendit la main à travers la table, et elle prit sa main. Il la tint dans les siennes, et ne dit rien, et elle ne dit rien. Et le moineau continua son travail, et la lumière se déplaça sur le sol. Ils se marièrent en décembre dans la chapelle d'Aldenver, dans une cérémonie d'une petitesse notable, à laquelle assistait Lady Alden, Monsieur Aldis Fry, qui pleura sans s'excuser depuis le 2e rang, et prétendit ensuite avoir le rhume des foins. Madame Holt, dans un nouveau bonnet, Pell au premier rang avec son père, et une poignée de villageois qui s'étaient fait leur propre opinion sur la question, et avaient l'intention d'en être témoins. Howlett n'était pas là, mais il avait écrit une lettre, que Mira avait lue et gardée, parce que c'était la lettre d'un homme qui essayait de devenir quelqu'un d'autre que celui qu'il avait été, et elle trouvait de telles lettres utiles comme modèle du genre de courage auquel elle croyait. Monsieur Radnor était parti chez la famille de sa sœur dans les comtés de l'Ouest. D'où vinrent 1 an plus tard des rapports d'un homme enseignant la comptabilité dans un collège d'une ville de marché, ce que Mira trouva à la fois approprié et d'une manière qu'elle ne pouvait pas entièrement expliquer, quelque chose de proche de la satisfaction. Weybridge et Associés fut dissoute. Les 3 investisseurs réglèrent leurs dettes envers le domaine sur 4 ans. Sir Edward Harrow se retira du comité des fiduciaires au printemps avec une lettre de remerciement pour ses années de service, ce qui était la formulation la plus aimable possible. Mademoiselle Val retourna chez son oncle et, l'été suivant, se fiança à un homme parfaitement agréable de son choix. Ce que Mira considérait comme le meilleur résultat possible pour une femme qui avait joué un rôle trop longtemps et avait besoin de la permission d'arrêter. Le bail du cottage de la sœur de Howlett fut rendu permanent par écrit en janvier, par un document rédigé par M. Fry et signé devant témoins. Le livre de Paris du village avait marié Mira au duc en février, ce qui était à 2 mois près. Une faction minoritaire avait tenu bon pour Noël et se vit accorder un règlement favorable des termes. Pell, lorsqu'on lui annonça le mariage, dit « Joueras-tu encore autour de la noix avec moi ?» Et Mira dit « Je ne me suis pas amélioré. » Et Pell dit « Je sais, avec la satisfaction d'un enfant qui a trouvé un arrangement permanent qui l'approuve. » L'août suivant, par un matin du même poids et de la même chaleur que celui de l'année précédente, Mira descendit l'escalier principal d'Aldenbury. Elle avait une pile de correspondances dans les bras, et le son de la maison vacant à ses occupations matinales autour d'elle.
et elle entendit d'en bas un son qu'elle avait entendu une fois auparavant. Pas une gifle cette fois, mais un cri de garçon, soudain et porté vers le haut, et immédiatement suivi de rires plutôt que de pleurs. Elle descendit les dernières marches de l'escalier pour trouver Pell et 2 autres enfants du village, poursuivant quelque chose de petit et de brun à travers le hall d'entrée, pendant que le valet de pied à la porte échouait héroïquement à contenir son expression, et son mari apparut du couloir qui menait à l'aile est, les mains rêches le long du corps. Il regarda les 3 enfants et la chose petite et brune et dit « Est-ce un lapin? Il semblerait. » acquiesça Mira. Il regarda le lapin, il regarda les 3 enfants, il regarda Mira, et il rit. Un vrai rire, sans retenue et posé. Le rire d'un homme qui est arrivé quelque part, où il a mis longtemps à se rendre. Elle posa sa correspondance, et se permit de le regarder aussi longtemps qu'il dura, ce qui fut plus long que la plupart des choses dans cette maison, et plus chaleureux. Le lapin fut finalement persuadé de sortir par la cuisine, avec l'aide collaborative de Madame Holt, qui avait des opinions sur la question. Eddie Pell, qui estimait que l'animal n'avait fait qu'explorer, ce qui était son droit. Certaines choses ne pouvaient être défaites et n'étaient pas censées l'être. Les années où les contes avaient menti, l'absence d'un jeune homme mort à 28 ans, avant que son frère ne puisse lui dire ce qu'il savait. La réception du bonheur était visible. Il la gardait ainsi. Mira avait appris, au cours d'une longue formation, que les chiffres les plus fiables sont ceux que l'on refuse de falsifier, et elle appliquait ce principe à tout ce qu'elle appréciait. Et elle avait trouvé cela clarifiant, son mot à elle. Si cette histoire a apaisé quelque chose en vous, si vous avez déjà été cette personne dans un coin, douée en arithmétique et au visage très discret, attendant le moment où ce que vous savez devient ce qui sauve quelque chose qui en vaut la peine. Alors vous savez déjà pourquoi ce feu de cheminée est entretenu. Il y a toujours une chaise ici, une bouilloire prête dès votre arrivée. Dites-moi, si le cœur vous en dit, à quel moment avez-vous su? Le tour de la noix, la table du petit déjeuner, la main tendue par-dessus les documents. Quel moment auriez-vous reconnu comme celui qui a changé la donne? Je serais ravi de vous lire. Si ces histoires vous tiennent compagnie, restez près de ce feu. Il y a toujours une autre histoire à raconter, et la chaise sera chaude. Abonnez-vous pour ne jamais arriver près de l'âtre et le trouver froid. Dormez bien, et soyez honnête avec ceux qui gardent votre lampe allumée.